Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment a été élaborée une loi fédérale. Et quoi de mieux que de le faire ici, à Berne, capitale de la Suisse, au Palais fédéral. Ce lieu hautement symbolique regorge de lieux à visiter et nous allons vous les faire découvrir. Nous allons également profiter d'interviewer deux élus au Conseil national. Avant d'y aller, je vais me présenter, je m'appelle Barry Lopez et avec le Cercle démocratique de Lausanne, nous sommes heureux de vous présenter cette vidéo. On commence par l'extérieur. Derrière moi, vous voyez la place fédérale. C'est un lieu symbolique parce qu'il y a des manifestations politiques, mais également d'autres manifestations, comme aujourd'hui avec la nuit des musées. Regardez bien le bâtiment derrière moi. C'est le bâtiment central que nous allons visiter. L'entrée est réservée aux élus. Les élus parlementaires, contrairement à d'autres pays, sont des miliciens. Quand on dit miliciens, ça veut dire que ce sont des semi-professionnels qui gardent un travail à côté. Et donc, les politiciens se réunissent 4 fois par année durant 4 semaines. On appelle ça des sessions parlementaires. Allons-y! Nous voici dans le hall d'entrée du Palais fédéral. Impressionnant, hein? Puis regardez sur les côtés, il y a deux ours. Les deux ours qui symbolisent la ville de Berne et qui assurent la sécurité des élus et des visiteurs. Derrière moi, la statue symbolisant les 3 pères fondateurs de la Confédération. En 1291, réunis sur la plaine du Grutli, ils prêtèrent serment. D'ailleurs, la statue symbolise avec leurs mains liées le moment où ils prêtent serment sur le pacte. Si vous voulez plus de détails, nous en parlons dans notre vidéo précédente sur les mythes fondateurs de la Suisse. Nous voici au milieu du hall du Palais fédéral. Il est rempli de symboles. Il y en a 4 ici que j'aimerais vous présenter. Ce sont des soldats en grandeur nature qui représentent les régions linguistiques. Ici, vous avez le roman avec sa moustache à la française. Derrière moi, vous avez le rhétoromanche avec sa hallebarde. Ce soldat de bronze représente la région linguistique de la Suisse alémanique. L'indice, c'est la barbe bien fournie. Le dernier soldat de bronze bien trapu représente la région linguistique italophone. Deux statues représentent des valeurs essentielles que le politicien ou la personne qui fait vivre la vie politique doit avoir à cœur. Je vais commencer par Winkelried. Lors de la fameuse bataille de Sempach, il se serait jeté contre les brèches ennemies. Il s'est ainsi sacrifié, mais aurait permis aux Helvètes de pénétrer les lignes ennemies et de remporter cette fameuse bataille. Il représente donc les valeurs de sacrifice et de solidarité. L'ermite Nicolas de Flue, connu pour avoir apaisé les tensions entre les cantons, on dit même que les grands de l'Europe venaient pour lui demander conseil. Il représente les valeurs du pacifisme et du compromis à la Suisse. Dernière chose que je vais vous montrer dans cette coupole, c'est le milieu de la coupole. Levez la tête, vous verrez les 26 armoiries des cantons que compte la Confédération. Les 26, non. Il faut regarder un petit peu sur le côté pour voir le Jura qui est arrivé en 1978 et qui a été rajouté après coup. La coupole du Palais fédéral est munie de 4 vitraux orientés selon les points cardinaux. Ces vitraux représentent des scènes de corps de métier et de régions des années 1900. Le nord, c'est la région du Rhin et représente le transport et le commerce. Le sud représente la zone au pied des Alpes bernoises et représente l'agriculture. L'est représente la région de Zurich, le corps de métier représenté est l'industrie du textile. Le vitrail à l'ouest représente la région de Valorbe. C'est donc une fierté pour les Vaudois et notamment pour moi, le Valorbier que je suis. Le corps de métier qui est représenté est l'industrie de la métallurgie. Si on zoome, on peut voir la Dent de Vaulion et également les 2 églises qui sont à l'intérieur du village. Après cette visite du hall d'entrée, j'aimerais vous parler du processus législatif, de la manière dont est élaborée une loi ici à Berne. Attention, mon objectif n'est pas de vous donner un cours de droit, mais de vous expliquer de manière simplifiée. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je vous y répondrai. Tout d'abord, ce que vous devez savoir, c'est qu'en Suisse, nous avons 2 chambres, c'est-à-dire le Conseil des États et le Conseil national. Contrairement à d'autres pays, ici, pour qu'une loi soit acceptée, il faut que le Conseil national et le Conseil des États soient d'accord. Nous voici dans une salle du Palais fédéral. En l'occurrence, c'est la salle que le groupe PLR utilise lors de ses séances de groupe. C'est pour moi l'occasion de vous parler du début du processus de loi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 possibilités de déposer un projet de loi. En premier, le Conseil fédéral, l'exécutif. En deuxième, un membre du Conseil national ou du Conseil des États, le législatif. Et en dernier, particularité de notre État fédéral, un canton peut venir également avec un projet de loi.
À l'écran, on vous présente un schéma. Il va vous aider dans cette phase qu'on appelle pré-parlementaire ou phase de préparation. Mais elle est vitale. Il y a plusieurs étapes. D'abord, un rapport est rédigé sur le sujet proposé, puis un avant-projet de loi qui est mis en consultation. C'est un moment très important, la consultation. Il permet d'envoyer l'avant-projet aux partis, aux associations des communes, aux milieux économiques, aux associations concernées par le sujet. Et même vous, en tant que simple citoyen, pouvez accéder à cet avant-projet. Le but est que toutes ces personnes envoient leurs critiques, signalent les bons et les mauvais points. Ainsi, on arrive avec un projet de loi mieux abouti. À la fin de cette étape, le projet de loi est accompagné d'un message explicatif et il est envoyé aux conseils nationaux et aux conseillers aux États. Ici, on se trouve dans la salle des pas perdus du Conseil aux États. Continuons avec notre processus législatif. On aborde la phase parlementaire. C'est la phase dans laquelle les membres du Parlement travaillent sur le fond. Ils se réunissent en commission par conseil. Il y a la commission du Conseil national et du Conseil des États. Ces commissions sont composées au maximum de 25 élus pour le Conseil national et de 13 pour le Conseil des États. C'est un petit peu des parlements en miniature. Ça permet aux conseillers de travailler sur le fond, de parler avec le Conseil fédéral, avec les membres de l'administration, avec des scientifiques, des experts, bref, toute personne qui leur semble utile pour se faire une opinion sur le projet de loi. À la fin, chaque commission rédige un rapport qu'elle envoie soit au Conseil national ou soit au Conseil aux États. Je vous l'ai dit, pour qu'une loi soit acceptée, il faut que les deux chambres, Conseil national et Conseil des États, qui sont au même niveau, soient d'accord sur le même texte. Et parfois, il y a des différences, c'est clair. À ce moment-là, on va passer par une période dite élimination des divergences et on va se renvoyer 3 fois maximum la loi pour essayer de trouver un compromis entre les deux chambres. Et à la fin, si on ne trouve aucun compromis, le texte de loi part à la poubelle. Voici dans la fameuse salle des pas perdus. C'est l'antichambre du Conseil national. C'est là que tous les élus doivent passer pour aller voter et siéger. Qui c'est qui a le droit à accéder à cette zone? Les collaborateurs des partis, les assistants parlementaires, les huissiers, les journalistes, les visiteurs. Bref, en temps normal, ça fourmille. Là, évidemment, ils sont en train de voter. Les élus ne sont donc pas présents avec nous. Terminons le processus législatif. À la fin, quand la loi a été acceptée par le Conseil national et le Conseil des États, il y a encore une condition. Le peuple a la possibilité de voter sur la loi, mais ça, c'est seulement si les conditions sont réunies. La partie à laquelle on arrive maintenant s'appelle la partie post-parlementaire. C'est la partie la plus intéressante. Une fois que la loi a été votée ici, par le Conseil national et le Conseil des États, on a la période de référendum. C'est-à-dire que la population a la possibilité, en récoltant 50 000 signatures, ou si 8 cantons le demandent, de faire voter le texte de loi par tous les citoyens. Et à ce moment-là, le processus démocratique est lancé. Peut-être qu'on en parlera dans une autre vidéo. Un projet de loi, pour qu'il aboutisse, peut prendre plusieurs années. C'est lent, c'est rendu nécessaire par toutes les étapes que je vous ai décrites, et il y en a encore d'autres. Maintenant, je crois que c'est une bonne solution. Elle permet d'arriver à un meilleur compromis entre tous les partis, entre tous les intervenants, entre tous les acteurs civils de la société. D'ailleurs, il y a un adage qui dit que quand une loi déplaît à gauche comme à droite, c'est que finalement, c'est une bonne loi. Nous voici dans la salle du Conseil national. Il y a 200 élus. Les élus présents ici représentent, en proportion du nombre d'habitants de leur canton, la population. Par exemple, concrètement, le canton le plus peuplé, c'est Zurich. Il a le droit à 35 sièges. Les cantons les plus petits, ils sont 6 dans ce cas, comme Glaris et Ory, ont le droit qu'à 1 siège. Le canton de Vaud, quant à lui, a le droit à 19 sièges. Il arrive parfois que le Conseil national et le Conseil des États doivent siéger en même temps. Quand cela arrive, on appelle ça l'Assemblée fédérale. L'Assemblée fédérale sert à quoi? Elle sert à élire, par exemple, le général en cas de guerre, ou le Conseil fédéral, c'est beaucoup plus excitant, ou alors même les juges fédéraux, par exemple. Les sénateurs, donc les membres du Conseil des États, s'asseyent ici par canton. Et maintenant, nous allons rencontrer 2 élus du Conseil national, Jacqueline de Quatreau, PLR et vaudoise, et Philippe Lantermeau, PLR et valaisan. Alors ça peut sembler un peu bateau, mais la démocratie, c'est le principe de
la majorité. La décision doit être prise par la moitié des voix plus une et le processus démocratique est là pour encadrer finalement le processus décisionnel, pour s'assurer que, en fin de compte, c'est cette majorité-là qui décide en son âme et conscience. Et vous avez des systèmes où ce sont des minorités qui décident, ce sont des systèmes qui ne sont pas démocratiques. Et si on veut que la démocratie fonctionne, elle a besoin d'un processus légal qui soit toujours le même pour que vous puissiez, d'une fois à l'autre, avoir une sécurité dans le processus de prise de décision. C'est ça le processus démocratique. Comment faire passer un objet important aux chambres fédérales? On n'arrive jamais tout seul, uniquement avec son parti, parce que si l'idée vient de la droite, la gauche sera contre et inversement. Je voulais faire passer au niveau fédéral quelque chose que j'ai réussi à implanter dans le canton de Vaud, c'est la lutte contre les violences domestiques. Ça me tenait vraiment à cœur. Pour ça, j'étais chercher des alliances à gauche. J'ai donc fait déposer la même motion que moi j'ai déposée par une verte, en l'occurrence Léonore Porchet. Et puis, j'ai cherché aux États Marina Carobio qui était de la gauche pour qu'on ait une alliance gauche-droite au national et aussi un soutien aux États. Grâce à ce soutien, nous avons réussi à glaner suffisamment de voix dans les deux champs pour faire approuver le projet. Finalement, même le Conseil fédéral, sous cette pression, s'est rallié et nous aurons donc une meilleure protection des victimes de la violence domestique, hommes ou femmes, au niveau de la Suisse, grâce à cette collaboration. Une anecdote, par un concours de circonstances complètement absurde, je me suis retrouvé président d'un groupe d'amitié interparlementaire entre la Suisse et le Kyrgyzstan. C'est quelque chose qui existe entre les parlements, mais là, il se trouve que je ne connais pas le Kyrgyzstan et c'est vraiment une affaire complètement inattendue. Et suite à ça, j'ai dû représenter la Suisse dans une rencontre officielle avec le Kyrgyzstan, prétendument parce que j'avais des liens avec ce pays, ce qui n'est pas du tout le cas. Et j'ai rencontré à cette occasion le président du Kyrgyzstan. Enfin, c'était une situation assez cocasse, mais j'avais une espèce de statut officiel qui a créé une espèce de quiproquo assez rigolo. Les gens ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient là, et ça peut arriver dans un parlement comme le nôtre. Tout au début de la session, nous étions tous les petits nouveaux à voter pour la première fois. Très impressionnés, nous sommes au national, nous allons décider et puis rien. Rien ne s'affiche alors qu'on avait appuyé sur le bouton. Ceux derrière nous rigolaient doucement, ils ont dit « Ah, vous ne connaissez pas le bouton Blocher ?» Le bouton Blocher, c'est ça. Pourquoi il s'appelle ainsi? Parce que M. Blocher, lorsqu'il était au Conseil national, avait la fâcheuse habitude de voter aussi pour son voisin s'il était absent. Il votait donc comme ça et il votait chez le voisin. D'où l'installation du bouton Blocher. Si on appuie à la fois ici et là, on ne peut pas aller encore voter chez le voisin. Voilà le secret du bouton Blocher. Vous avez certainement déjà vu cette magnifique peinture qui trône la salle du Conseil national. Elle représente le lac des Quatre Cantons et la plaine du Grütli. Mais je suis ici surtout pour vous parler de deux statues, dont principalement une. Elle est derrière moi. Il s'agit d'une femme, Gertrude Stauffacher, qui est une des femmes d'un des trois pères fondateurs qu'on a vu dans le hall d'entrée. Elle incarne l'idée. L'idée qu'elle a eue, c'est de convaincre son mari de réaliser une alliance avec les deux autres confédérés. Et finalement, nous avons eu notre alliance grâce à cette femme. Et la deuxième statue est beaucoup plus connue, c'est Guillaume Tell. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder notre précédente vidéo où on explique l'histoire de Guillaume Tell. On se trouve maintenant dans la salle du Conseil des États. C'est plus petit. Pourquoi? Parce qu'ils sont que 46, on les appelle des sénateurs. Les sénateurs représentent leur canton et ils sont deux par canton, indépendamment du nombre d'habitants. Par exemple, cette fois-ci, Zurich et Uri ont chacun deux élus, deux sénateurs. Comme au Conseil national, vous le voyez au milieu, il y a également une présidente qui siège et chaque année il y a un tournus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les présidents ne votent pas en règle générale, sauf s'il y a une égalité et dans ce cas-là, ils doivent trancher. Quelques éléments symboliques du Conseil des États. Derrière moi, vous avez un magnifique tableau qui représente la Landsgemeinde de Nidwald. Landsgemeinde, c'est quoi? C'est les peuples qui se réunissent pour aller voter. Dans la salle du Conseil des États, vous avez également quelques dates. Elles symbolisent des moments importants de l'histoire de la Suisse. Par exemple, en 1841, c'est quand Nicolas de Flue, que je vous ai présenté tout à l'heure, a réussi à arbitrer les tensions entre les cantons des villes et les cantons des campagnes. 1848, c'est la date à laquelle les Suisses votent sur leur première constitution. Et pour terminer, 1999, la date à laquelle nous avons voté pour notre constitution fédérale actuelle. Et sachez-le, il a fallu 30 ans de travail pour y arriver.
Il est temps de conclure, c'est la fin de la vidéo et c'est frustrant. Il y a encore tellement de choses à vous montrer, le service du Parlement, la bibliothèque, le café, le restaurant, bref, il y a encore beaucoup de choses. Tout ce que je peux vous dire ou vous conseiller, c'est de venir visiter le Palais fédéral. Pour ce faire, vous pouvez aller sur leur site internet et vous y trouverez toutes les informations. Avant de partir, définitivement, je vous demande de vous abonner, de partager, de nous laisser des commentaires sur ce que vous avez aimé ou non. Ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je vous y répondrai. Voilà, c'est le moment de conclure. À bientôt. Au revoir.